problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. C'était la COP16 à Cali sur la biodiversité. Grande conférence environnementale. Est-ce qu'il en est sorti des conclusions spectaculaires? Pas vraiment, non, Mario. Malheureusement, ça s'est terminé un peu abruptement, en fait, là. Et puis rien vraiment n'a été dit ni fait là, dans cet événement. Donc, ça se passait en Colombie, à Cali, comme tu as dit. Et puis, on a adopté un texte là, sur l'utilisation, c'est très niche, là, des éléments génétiques de la nature qui obligerait les compagnies pharmaceutiques à payer des redevances dans un fonds sur une base volontaire. Donc, tu peux imaginer, Mario, que je sais pas combien là, des Pfizer, Eli Lilly et tout ça vont s'empresser d'envoyer des milliards de dollars là-dedans. Et puis, ce qui est un peu particulier, Mario, là, puis j'ai un ami là, qui était là, en fait, là, je ne le nommerai pas, mais apparemment, la conférence s'est terminée abruptement samedi matin vers 8h30 parce que, Mario, les gens avaient booké leur vol de retour et quittaient carrément la conférence alors qu'il y avait encore des choses au programme. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné où il n'y avait plus suffisamment de délégués pour adopter un texte. C'est comme un peu, je sais pas, on disait les rallyes de M. Trump, là, les gens quittent avant la fin, là, mais là, on est quand même des gens qui sont venus des quatre coins de la planète, Mario, en avion, pour assister à cette conférence et qui quittent avant la fin parce qu'ils ont un vol à prendre puis un autre meeting à la maison. Disons que ça témoigne pas du sentiment d'urgence, là. Effectivement, Mario. Et puis, un des éléments qui a été beaucoup dit, c'est qu'il y avait une attente que cette conférence-là mènerait à la création d'un grand fonds où finalement les pays riches mettraient de l'argent dans cette nouvelle chose-là pour aider les pays en développement à lutter et préserver la biodiversité. Les pays riches se sont pas montrés intéressés là, par ça. Et donc, c'est un peu ce qui a expliqué aussi, je pense, l'échec là, de cet événement. C'est une question que je lance à haute voix, mais est-ce qu'il y en a trop de ces conférences environnementales? Là, toutes les conférences à tous les ans, puis sur la biodiversité puis les changements climatiques, est-ce qu'on devrait les espacer peut-être un jour davantage, puis les faire plus sérieusement, là, faire qu'il y ait plus d'intérêt, puis on arrive avec des pays plus engagés? En tout cas, c'est une question. Certains te diront qu'il y a un sentiment d'urgence de faire des choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements et qu'à un moment donné, chacun d'entre eux, à la marge, dilué, n'apporte pas autant. Là, un placement de la Caisse de dépôt au Qatar dont tu veux nous parler. Oui, ben ça, c'est évidemment là, un article de notre collègue Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal, Mario, qui relate en fait que la CDPQ aurait investi un peu plus de 60 millions de dollars là, dans des institutions financières situées au Qatar, institutions qui font l'objet de plaintes, en fait, de poursuites pour financement du terrorisme. Et donc là, il y a question là, évidemment à savoir comment est-ce que cette entente-là a été prise par la CDPQ, dans quelle mesure est-ce que ça correspond à ces normes là, liées au ESG, etc. J'ai aucun doute, Mario, que le Qatar doit procurer un bon rendement. Là. Fait que là-dessus, si on veille sur notre bas de laine, c'est peut-être une bonne chose, mais il y a quand même, évidemment, là, tout investisseur institutionnel comme la CDPQ a des normes. Et donc là, ce qu'on apprend notamment, c'est que ces poursuites-là, certaines d'entre elles datent, Mario, de 2020, puis pour l'instant, là, la CDPQ ne commente pas, n'a pas réagi et surtout maintient là, son investissement dans ces organisations-là. Donc, c'est quand même, je pense, intéressant, Mario, de se questionner là, sur quelles sont les limites là, de chercher du rendement pour le bas de laine des Québécois d'un côté, oui, mais quand même de financer le Hamas là, puis des organismes terroristes au Moyen-Orient, je ne sais pas si ça fait partie là, de la mission de la Caisse. Encore une fois, c'est pas direct, c'est une banque, une institution financière là-bas qui est accusée, donc pas encore trouvée coupable, mais il y a quand même anguille sous roche, là, Mario, pas de fumée sans feu. C'est un des plus gros gestionnaires, en fait, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs, je pense, au Canada, Brookfield Asset Management, qui était une fierté au Canada, là, dans le monde de la finance. C'est que là, qui vient de déménager ses pénates à New York. Oui, ils en avaient déjà parlé en septembre, Mario, là, dans un appel avec des investisseurs qu'ils le considéraient. Ben, c'est maintenant, la décision est prise, là, Brookfield Asset Management. Pour les gens qui nous écoutent, qui
font des placements en bourse, là, c'est BAM, là, BAM, au TSX. Ils vont rester listés là, à Toronto, Mario, mais ils déménagent. Là, mais ils ont d'autres. Il y a du Brookfield, par exemple, dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures. Ils gèrent énormément d'actifs, puis il y a d'autres. Ils ont d'autres compagnies adjacentes. Écoute, là. C'est plus gros que la CDPQ et c'est privé, là, Mario, détenu par un petit groupe de personnes. Donc, c'est une très, très grosse affaire. Et la raison qu'ils invoquent pour déménager à New York, Mario, puis c'est là où ça fait un peu mal à l'ego torontois, je pense, c'est qu'en fait, ils veulent être listés dans des indices new-yorkais et attirer des investisseurs américain, new-yorkais, Mario, parce que, évidemment, on le sait, la Bourse de Toronto ne fait pas ça actuellement, n'est pas très appétissante. Puis c'est pas spécifiquement à Toronto, hein, j'écoute beaucoup de balados, Mario, en Angleterre, etc. On dit qu'actuellement, tous les grands fonds, tous les grands institutionnels, toutes les grandes personnes très riches se dirigent vers New York et c'est comme ça fait très mal à toutes ces places boursières non américaines actuellement. Puis là, de voir notre plus gros gestionnaire d'actifs privés déménager vers New York, même s'il garde son listing à Toronto, c'est quand même là, un peu blessant. Je sais pas si tu as vu en fin de semaine, je remets ça sur le terrain politique, mais Pierre Poilievre, je pense que Mark Carney es-tu président du conseil? En tout cas, il est mêlé à Brookfield, là, il joue un rôle. Et donc, il est conseiller économique du gouvernement, là, nommé par M. Trudeau. Et là, Pierre Poilievre qui disait « Hey, ça va bien au Canada. Même le conseiller économique de Justin Trudeau déménage ses affaires aux États-Unis. » J'avais pas vu ça, Mario. Je vais fouiller la chose parce que c'est effectivement un peu drôle. Mark Carney, d'ailleurs, l'ancien président de la banque centrale anglaise, donc il connaît ces affaires-là, Mario, très, très bien. Ça me surprendrait pas. Après, je pense que la décision pour Brookfield est probablement la bonne, mais c'est sûr que du point de vue des places boursières canadiennes, là, ce n'est pas un bon signal pour le marché. Parce que tu peux pas être, par exemple, sur le Dow Jones ou le Nasdaq si t'as pas... Je savais pas, là. Ouais, c'est ça. C'est le président du conseil. Je fais la recherche sur le site de Brookfield. Mark Carney, je me trompe pas, c'est le président du conseil de Brookfield. Donc, j'avoue que c'est un petit malaise pour Justin Trudeau, non? C'est bizarre. Et certains voient carrément dans Mark Carney le successeur de Justin Trudeau, hein, Mario? Le gars qui vient de déménager ses bureaux de Toronto à New York. Il pourrait prendre la place de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral et potentiellement briguer le poste de premier ministre du Canada. C'est effectivement un drôle de coïncidence, j'aurais envie de dire. Mais je veux fouiller un peu l'affaire, Mario. C'était pas sur mon radar là, quand j'ai décortiqué la nouvelle ce matin. Non, mais j'allais dire, donc ça veut dire que Dow Jones, Nasdaq, toi, tu ne peux pas être sur ces indices boursiers américains si t'as pas ton siège social aux États-Unis. C'est ma compréhension, Mario. Puis évidemment, il y a juste un enjeu de loin des yeux, loin du cœur. À un moment donné, avoir un siège social là-bas, ça veut dire avoir des activités là-bas. Ils étaient déjà listés sur le New York Stock Exchange. Là, ils déménagent vraiment leur bureau officiellement là, du côté sud de la frontière. Merci, Francis. Ça fait plaisir. À demain.